suite de la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Chapitre 5. Et la grande toile. Les ours ont échappé aux trolls et aux croque-mitaines. De Ambrosis, dans le chapitre 4, s'était arrangé pour que le croque-mitaine vienne les croquer. Mais l'ours Emery a été très courageux, a pris une bombe, a sauté dans la gueule du croque-mitaine, est arrivé dans son estomac et la bombe a explosé, ce qui a tué le croque-mitaine et sauvé les ours. Voici la suite. Aux portes de la capitale s'élevait le grand château du Cormoran, la forteresse des forteresses, la plus puissante de toutes les forteresses du temps. La route qui menait à la ville la traversait de part en part. Mais si les portes étaient fermées, de lourdes portes de fer massif, personne ne pouvait pénétrer. Des armées entières s'y étaient essayées, des mois entiers elles avaient bivouaqué aux portes de la capitale, bombardant sans arrêt les murailles, sans que cela les avançât à rien. Ces portes sont tellement résistantes qu'on ne peut pas pénétrer dans la forteresse si elles sont fermées. Fatigués et déçus, les assiégeants avaient dû se résigner à prendre le chemin du retour. Donc, le grand-duc était désormais à l'abri derrière la citadelle, tranquille comme un pape. Les ours? Qu'ils y viennent! Ils s'en féliciteraient. Des montagnes de projectiles attendaient leur vilaine carcasse. Les projectiles, ce sont des choses que l'on jette. Ce sont des cailloux, des vases pleins d'huile chaude, donc tout ce qu'on peut jeter pour leur faire du mal. Et leur carcasse, ça désigne leur corps, décharné. Et les sentinelles sur le chemin de ronde à la crête des murailles, c'est-à-dire tout en haut des murailles, allaient et venaient, le mousquet à l'épaule. Le mousquet, c'est une arme, un vieux fusil. « Qui vive ! Sentinelle !» se criaient-elles l'une à l'autre, toutes les demi-heures, et les choses continuaient à bien aller. Mais les ours avançaient sur la route de la vallée, chantant de simples refrains et s'imaginant qu'ils en avaient désormais fini de se battre. Les portes de cette grande ville, pensaient-ils, allaient s'ouvrir pour eux. Les gens viendraient à leur rencontre avec des brioches et des grands pots de miel. De si bonnes, de si braves bêtes. Pourquoi les hommes ne leur donneraient-ils pas aussitôt des preuves d'amitié ? Les ours s'imaginent immédiatement que l'on peut s'entendre entre peuples, qu'on n'est pas obligé de se rejeter tout le temps et de se défier et de se battre et de se tuer. Non, ils s'imaginent qu'on peut s'accueillir et se respecter, ce qui n'est évidemment pas le cas des hommes. Et voici qu'un soir, sur l'horizon, apparaissent tout illuminés les tours et les coupoles d'argent de la cité, les palais blancs, les jardins merveilleux. Mais au-devant, à une hauteur prodigieuse, se dressent comme une falaise abrupte les murs de la forteresse. D'une tourelle d'angle, une sentinelle les aperçoit. Alors, une tourelle d'angle, c'est une petite tour qu'il y a à l'angle d'une forteresse. Une tourelle, ça pourrait ressembler à ceci, là. C'est une petite tour dans un coin de la forteresse. Une sentinelle les aperçoit. Voyons. « Qui va là ?» crie-t-elle de toutes ses forces. Et comme les ours continuent à avancer, elle tire. Un petit ours de 3 ans est atteint à une jambe et roule dans la poussière. Les chefs, alors, se réunissent pour délibérer, c'est-à-dire pour se demander ce qu'ils vont faire, se mettre d'accord. « Courage, ours ! Encore cet obstacle à surmonter et tout sera dit. Derrière ces murs, il y a à boire, à manger, 1000 occasions de se distraire. Et il peut même se faire que l'on y retrouve le fils du roi Léonce, l'ours enlevé par des chasseurs dans la montagne. Demain, l'aube se lèvera pour la bataille, le couchant tombera sur la victoire. » L'aube, c'est le moment où le soleil se lève et illumine le ciel. Mais le château a de hautes murailles, dont chacune a l'épaisseur de 20 murailles ordinaires,
Des centaines de guerriers armés jusqu'aux dents sont postés sur les bastions et de chacune des meurtrières jaillit la gueule noire d'un canon. Donc, dans chaque meurtrière, un canon, ici, un canon, attend les assaillants. Les meurtrières, c'est une ouverture étroite et verticale dans un mur de fortification permettant de tirer sur les assaillants. Qui plus est, le grand-duc, ordinairement d'une extrême avarice, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dépenser d'argent, il est très avare, fait distribuer aux soldats pour les encourager des barriques de vin, d'eau de vie, c'est un alcool très très fort, et d'anisette à base d'anis. Chose qui ne s'était jamais vue de mémoire d'homme, pas même à l'occasion des fêtes nationales. Il saoule ses soldats pour leur donner du courage et qu'ils ne se rendent pas compte du danger. Voilà ce qu'il fait, pour qu'ils se jettent à corps perdu dans la bagarre, dans la bataille. Le lendemain matin, à 6 heures, de part et d'autre, les trompettes donnent le signal du combat. Les ours, entonnant leur hymne national, se ruent à l'assaut. Mais comment ? Comment ? Avec des mousquets et des sabres contre des murailles de pierre et des portes de fer. Du haut de la citadelle, les coups de feu crépitent au milieu des flammes. Crépiter, c'est comme le bruit que fait un feu d'artifice, ça fait pète, 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 pète dans tous les sens. De la fumée, des cris dans un vacarme infernal. Et quelqu'un du haut des créneaux fait basculer d'énormes rochers. En avant, mes preux! Mes preux, ces vaillants chevaliers, ce sont des gens qui sont courageux. Criait le roi Léonce pour inciter les ours au combat. Mais il pouvait toujours crier, les autres dominaient de haut. L'un après l'autre, le roi voyait tomber autour de lui ses plus beaux guerriers, poussant leur dernier soupir. Ils tombaient comme des mouches, et Léonce lui-même ne voyait pas comment ils allaient pouvoir s'en tirer. Quelques-uns s'agrippant aux arêtes des murs, tentaient de se hisser aux angles des tours. Ils grimpaient l'un 10 mètres, l'autre 15, puis une balle arrivait qui les faisait rouler au sol. Désastre complet. Et alors, pourquoi sur le dessin qui correspond certainement à la réalité, voit-on au contraire les ours parvenir au sommet des tours et quelques-uns même jusque sur les toits de la forteresse dominant les troupes grand-ducales? Pourquoi sur le dessin a-t-on l'impression que les ours sont sur le point de l'emporter? Quelle sorte de plaisanterie est-ce là? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? On le saura à la fois suivante.